Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le professeur John Mearsheimer pour discuter de ce qui semble être une guerre imminente contre l'Iran. Merci comme toujours d'avoir pris le temps. C'est un plaisir comme toujours, Glenn, d'être ici. Les États-Unis semblent être dans les dernières étapes avant une attaque contre l'Iran. Je suppose qu'on peut en conclure cela à partir du renforcement des capacités militaires et des intentions déclarées. Tout semble l'indiquer. Cependant, de l'autre côté, je ne vois pas vraiment d'issue très claire ici, ni de stratégie définissant ce que serait la victoire. Et puis, beaucoup de choses peuvent mal tourner. Pensez-vous que cette attaque aura lieu? Il est presque impossible de se sentir sûr de soi en penchant d'un côté ou de l'autre. Mais je pense en réalité qu'on peut soutenir qu'après le discours sur l'état de l'Union d'hier soir, il semble que Trump cherche une porte de sortie. Laissez-moi vous donner mon point de vue à ce sujet. Et encore une fois, je veux être clair, je ne dis pas que Trump a décidé de ne pas attaquer, mais je pense que nous penchons légèrement dans cette direction. Tout d'abord, permettez-moi de commencer par le contexte général, puis de parler de ce qu'il a dit hier soir. En ce qui concerne le contexte général, il est très important de comprendre que pratiquement tous les pays du monde, à l'exception d'Israël, ne veulent pas que nous attaquions. Ce n'est pas comme si les Saoudiens et les États du Golfe disaient « Voici une excellente occasion d'attaquer l'Iran ». Au contraire, les Saoudiens collaborent avec les Iraniens et les États du Golfe travaillent avec les Iraniens pour bien faire comprendre qu'ils s'opposent à cette attaque et qu'ils n'y participeront pas. Les Chinois et les Russes y sont opposés. Les Européens y sont discrètement opposés. Seul Israël y est favorable. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est que les conseillers militaires du président Trump lui ont essentiellement dit « Nous n'avons pas de stratégie viable. Nous n'avons pas de stratégie crédible pour gagner cette guerre. » C'est vraiment tout à fait remarquable. Et d'ailleurs, on lui avait dit la même chose le 14 janvier lorsqu'il envisageait d'attaquer l'Iran ce jour-là. Ses conseillers militaires, et bien sûr le général Kane, le président des chefs d'état-major interarmés, qui est la personne clé ici, lui disaient cela. Et rien n'a changé. Nous n'avons pas d'option militaire viable. Troisièmement, il ressort clairement des reportages aux États-Unis que ses conseillers politiques lui disent que c'est une très mauvaise idée. Il est dans une situation très difficile. Et ce que je dis ici, c'est que les élections de mi-mandat approchent en novembre, que l'économie n'est pas en très bon état et que ses sondages sont en forte baisse. Et si les démocrates remportent une grande victoire à l'automne et s'emparent à la fois de la Chambre et du Sénat, ce qui est possible, il sera probablement destitué, ou du moins il y a de fortes chances qu'il le soit, puis condamné. Donc, en ce qui concerne les eaux politiques dans lesquelles il nage en ce moment, ces eaux sont infestées de requins, très dangereuses. Il n'est donc guère surprenant que ses conseillers politiques lui disent « Ne fais pas ça ». Ne fais pas ça, n'est-ce pas? Et encore une fois, il faut réfléchir aux conséquences d'un Sénat et d'une Chambre contrôlés par les démocrates. Ainsi, dans le contexte général, un seul pays sur la planète, Israël, pousse dans ce sens. Deuxièmement, ses conseillers militaires lui disent que c'est une attaque mal avisée. Et troisièmement, la politique dit « ne le fais pas ». Voilà le contexte. Ensuite, on en vient à ce qu'il a dit hier soir et à ce qui se passe ici. Il n'a pas dit que l'enrichissement nucléaire devait être retiré de la table. Il n'a pas dit que l'Iran devait se débarrasser de ses missiles balistiques. Il n'a pas dit que l'Iran devait cesser de soutenir le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Ce sont trois exigences qui sont revenues à de nombreuses reprises au cours du dernier mois environ, mais il n'en a répété aucune. Tout ce qu'il a dit,
c'est que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Et il a dit que ce qu'il a besoin d'entendre de leur part, et qu'il n'a pas encore entendu, ce sont ce qu'il a appelé, selon ses propres mots, des mots secrets, n'est-ce pas? Et quels sont les mots secrets qu'il n'a pas entendus? Nous n'aurons jamais d'armes nucléaires. Il est donc très important de se concentrer sur ce qu'il a dit. Il traitait uniquement de la question de l'arme nucléaire ici. Pas de l'enrichissement nucléaire, pas des missiles balistiques, et pas du soutien aux Houthis, au Hezbollah ou au Hamas. Il a simplement dit qu'il voulait les entendre dire « Nous n'aurons jamais d'armes nucléaires ». Ce sont exactement les mots du président Trump dans son discours sur l'état de l'Union. Eh bien, peu avant ce discours, le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a déclaré, et je le cite, « Nos convictions fondamentales sont parfaitement claires. Je souligne les mots parfaitement clairs. L'Iran ne développera en aucun cas une arme nucléaire. » Il me semble, Glenn, que ce sont là les mots secrets. Ce sont ceux que le président Trump voulait entendre, et il les a maintenant entendus, c'est certain. Donc quand on pense à ce que le président Trump a dit hier soir, et à ce que le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré juste avant le discours sur l'état de l'Union, il me semble qu'on a là les éléments d'un accord. Et si l'on replace cela dans un contexte plus large, il semble bien qu'il n'y aura pas de guerre. Encore une fois, je tiens à souligner que je ne dis pas que Trump ne frappera pas l'Iran. Personne ne veut jamais se sentir trop sûr de pouvoir prédire ce qu'il fera. Mais ce matin, alors que nous parlons ici aux États-Unis, ou je suppose que c'est le soir là-bas en Europe, il semble que le président Trump cherche une porte de sortie. C'est un excellent point, en effet, car j'avais un peu supposé que la guerre était inévitable s'il n'y avait aucune possibilité d'accord de paix. Mais bien sûr, c'était parce que je savais que les Iraniens ne céderaient pas d'un pouce sur la question de l'enrichissement à des fins civiles, des missiles balistiques ou de leurs alliances régionales. Cependant, s'il s'agit d'armes nucléaires, alors il y a une possibilité d'accord. Il y avait autrefois un accord appelé le JCPOA. C'est donc la raison de l'optimisme, si cela laisse entendre que Trump revient partiellement sur certaines de ses positions. Eh bien, il semble, Glenn, que comme tu le sais, avec le président Trump, les choses peuvent changer d'une minute à l'autre. Mais il semble que l'enrichissement nucléaire ne soit pas le problème. Et d'ailleurs, lorsque j'ai cité Araghchi plus tôt, il a déclaré qu'après avoir affirmé que l'Iran ne développerait en aucun cas une arme nucléaire, il a immédiatement ajouté qu'ils ne renonceraient jamais non plus à leur capacité d'enrichissement nucléaire. Donc Trump sait que l'enrichissement nucléaire n'est pas un sujet de négociation. Je pense qu'il ne fait aucun doute que les deux parties peuvent parvenir à un accord qui ressemble au JCPOA. Et si les Iraniens sont intelligents, et je pense qu'ils veulent clairement éviter une guerre, et que nous avançons vers une forme d'accord qui rappelle le JCPOA, les Iraniens diront que c'est un meilleur accord pour les États-Unis et pour l'Iran que le JCPOA initial. En d'autres termes, les Iraniens doivent vraiment aider Trump à faire marche arrière sur ce point. Trump s'est enfermé dans une impasse, et s'il veut conclure un accord qui ressemble au JCPOA, Trump et les Iraniens devront collaborer pour donner l'impression qu'il s'agit d'un meilleur accord pour tout le monde, afin que nous puissions enfin tourner la page.